Parce que c'est la première fois qu'on fait une rencontre sur les gens policiers. Vous savez, on a fait une rencontre avec beaucoup des écrivains français. Olivier Norek, c'est une nouveauté. C'est les romans noirs et c'est très intéressant. Alors, pour rebondir, justement, c'est vrai, c'est la première fois que nous allons parler de genre policier. Donc, je voulais vous rappeler un petit peu qu'en général, donc un roman policier est constitué d'un crime, d'un coupable, d'une victime, d'un mobile et d'une enquête. D'ailleurs, Simenon, ça vous dit quelque chose ? Oui, alors Simenon, c'est plus le roman noir, c'est pas encore le roman policier. Je dirais que le roman policier, ce serait plus vers Adamsberg, Fred Vargas. Oui. Le roman policier, il est totalement démocratisé. Le roman policier, il appartient à tout le monde. Si vous êtes un psychologue, vous pouvez écrire un roman policier de psychologue. Si vous êtes un scientifique, vous pouvez écrire un roman policier de scientifique. Moi, je suis policier, donc j'écris des romans policiers purs et durs de policiers. Mais Fred Vargas, elle est ethnologue. Donc elle écrit des romans policiers qui ne sont pas vraiment fidèles à la procédure et fidèles au travail de policier. Ce qui fait que Adamsberg, par exemple, il y a un roman qui s'appelle L'homme à l'envers. Adamsberg est dans son bureau, il lit un journal. Dans un journal, on dit qu'il y a des loups qui arrivent dans un village et il dit « Oh, il va y avoir un meurtre » et il part dans le village. En fait, ça n'a rien à voir avec une procédure policière, ça n'a rien à voir avec la manière de penser d'un policier, parce que le roman policier, il est pour tout le monde, et Fred Vargas, elle n'est pas policière, donc elle écrit un roman policier comme elle le sent, comme elle veut. Des fois, Adamsberg, il tourne à gauche, il tourne à droite, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'un policier, il a besoin d'indices, de preuves. Elle, Fred Vargas, elle n'a pas besoin de tout ça, parce qu'en fin de compte, le roman policier, tout le monde peut écrire un roman policier, mais il faut que le roman policier ressemble à son auteur. Bon, alors vous connaissez tous également donc le thriller, dans lequel finalement c'est, je dirais, le criminel en action, oui. Et le roman noir, justement, le roman noir est un roman qui s'intéresse au fonctionnement de la société. C'est exactement ça. Qui s'inscrit dans une réalité sociale, qui montre finalement tout ce que le monde sait, mais ne veut pas admettre ou a peur d'admettre, et qui nous montre... qui lève le rideau et qui nous montre la société telle qu'elle est. Alors, quelques mots sur Olivier Norek quand même. Après 3 ans de travail comme bénévole pharmacien dans l'humanitaire, oui. Pharmaciens sans frontières, eh bien, à votre retour, vous avez décidé de vous lancer dans la police, vous avez passé les concours, vous êtes devenu officier, vous avez travaillé donc à la sous-direction de la police judiciaire pendant un certain nombre d'années, avant donc un moment où, après avoir vécu du lourd, parce que des enquêtes, des homicides, des braquages, des viols, eh bien, il y a quelque chose qui vous a amené à l'écriture. C'est quoi ? Alors c'est une histoire assez particulière. Alors je te l'ai déjà dit, hein, mais c'est un peu embêtant de dire ça à un professeur. Moi j'ai eu 5 sur 20 au bac français. C'est quoi le bac français? Bachillero? Bachillerato. Donc j'ai eu 5 sur 20. Donc autant vous dire que l'écriture, c'était pas vraiment pour moi. Donc je suis après devenu policier, j'ai fait des missions humanitaires. Et puis et un jour j'ai été appelé sur une scène de crime. Et j'ai vu s'afficher sur mon portable un concours de nouvelles. Et comme moi j'ai eu 5 sur 20 au bac français, j'ai effacé le mail parce qu'un concours de nouvelles, comme je ne sais pas écrire, ça sert à rien. Puis après on est rentré au bureau, il a fallu taper les procès-verbaux du crime sur lequel je travaillais. Et le mail est réapparu sur mon portable, donc je l'ai effacé une 2e fois. Et je suis rentré chez moi à 1h ou 2h du matin, un peu fatigué. On avait arrêté le criminel, l'enquête était terminée. Et je vois sur mon portable pour la 3e fois le mail qui apparaît. Comme je fais confiance aux étoiles, je me suis dit, allez, on regarde. Donc j'ai écrit une nouvelle en 30 minutes, comme un bon policier, avec mes 2 doigts comme ça sur ma machine. Et j'ai envoyé ça donc au concours. Et à ma grande surprise, 2 mois plus tard, on m'a appelé pour me dire que j'avais gagné le concours. Le problème, c'est que ce concours était sur un site internet qui était pour les jeunes filles, qui s'appelle auféminin.com. C'est pas que je vais sur des sites de jeunes filles, hein. C'est que c'est le site sur lequel mon ex-petite copine allait. Et quand on s'est séparés, je recevais encore des nouvelles de ce site. Donc je suis allé récupérer mon prix, sauf que comme la nouvelle était anonyme, le jury pensait que j'étais une jeune fille entre 17 et 19 ans
Et quand je suis arrivé avec les yeux dans les poches, la barbe comme ça, fatigué parce qu'on avait traqué ce criminel parce qu'on avait traqué un violeur en série pendant des jours et des nuits et des jours et des nuits. Quand ils m'ont vu arriver avec ma tête fatiguée, ils se sont vraiment posé la question de savoir si c'était vraiment moi qui avais écrit ça. Et en fait, c'est là que ça a été intéressant. C'est que parmi les membres du jury, il y avait des gens de maisons d'édition. Et ils sont venus me voir et ils m'ont dit, écoute, si tu réussis à garder cette sensibilité féminine avec laquelle tu as écrit la nouvelle, mais que tu nous racontes des histoires de ton métier, donc policier, dans le 93. Alors le 93, c'est quoi? C'est un département. Et c'est le département le plus criminogène, le plus dangereux de France. Voilà. Donc si tu réussis à nous raconter avec de la sensibilité féminine un des métiers les plus dangereux, alors peut-être qu'on va avoir, si on mélange les deux, un roman ultra violent, mais très très humain. Et c'est ça que moi j'essaye de faire à chaque fois, c'est que je présente des histoires qui sont très noires, très violentes, très sombres, mais je les traite avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de sensibilité. Je sais plus ce que je raconte. Mais justement, j'allais dire, tu as écrit une trilogie et le premier volume s'appelle Code 93. C'est ça. 93, c'est le département qui est situé au nord de Paris, c'est la Seine-Saint-Denis. Et c'est là où tu as choisi de travailler lorsque tu es rentré dans la police. C'est quand on fait quelque chose, mon père me disait toujours « fais bien ce que tu fais » ou « ne le fais pas ». Et quand je suis devenu policier, j'ai terminé, c'est un peu orgueilleux, j'ai terminé parmi les premiers de l'école de police. Et donc j'avais le choix d'avoir plein de métiers différents dans des quartiers calmes ou alors dans des services très luxueux. Mais moi j'ai choisi l'endroit le plus pourri de toute la France, l'endroit le plus dangereux, parce que je savais que j'apprendrais vite et je savais que je verrais plein de choses. Et c'est vrai qu'en à peine 2 ans, j'ai travaillé sur des crimes, des enlèvements avec demande de rançon, des violeurs en série, j'ai même travaillé sur un cannibale. Et ça, c'est uniquement parce que j'ai travaillé dans cet endroit très dangereux que j'ai pu voir ça très rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit où il y avait le plus de travail, mais c'est aussi l'endroit le plus dangereux. Oui, et dans lequel vous nous montrez quand même la façon dont on peut trafiquer les chiffres pour pouvoir faire de cet endroit dangereux l'inclure dans le Grand Paris. Donc là-dessus… Alors l'histoire du Grand Paris, c'est quoi? Paris, en fait, c'est pas du tout Buenos Aires. Paris, on peut faire le tour de Paris en à peu près 20 minutes. On a un périphérique autour de Paris et s'il n'y a pas de voiture, on fait le tour de Paris en 15 minutes maximum. Paris, c'est une toute petite ville. Bon, il y a beaucoup de choses. Buenos Aires, c'est très étalé. Il y a des grandes avenues de 12 rues. Voilà, nous, au maximum, c'est 4. Mais c'est vraiment les Champs-Élysées, c'est la seule, c'est 4. Donc voilà, Paris, c'est tout petit. Et Paris est en train d'étouffer. On ne peut pas se garer en voiture, on ne peut pas se loger, il n'y a plus d'appartements, il n'y a plus rien. Donc en fait, ça c'est le département de Paris. Et on a décidé de prendre les 3 départements qui étaient autour et de faire un grand Paris. Donc on a Paris qui est très riche, un autre département qui est très riche, un autre département qui est très riche, et le 93, mon département qui est très pauvre et très violent. Sauf qu'il fait partie de ce grand Paris, mais que personne ne va vouloir investir, donner de l'argent et réfléchir au 93. Tout l'argent va partir ailleurs. Ce qui fait que le 93, il va y avoir beaucoup d'injustice et ça va exploser. Donc ce qu'il fallait faire, les politiques se sont dit qu'il fallait que le 93 devienne un bel endroit. Donc comment faire? Le problème, c'est que dans le 93, il y a 25% de crimes de plus que dans les autres départements. Donc pour que le 93 rentre dans le Grand Paris, il fallait baisser de 25%. Alors comment on baisse la criminalité de 25% très rapidement? En fait, ce qu'ils ont décidé, ils ont décidé que la 4e semaine d'infraction, elle allait être mise à la poubelle. Voilà, on allait oublier toutes les infractions de la 4e semaine. Et on allait tout simplement les effacer, les mettre à la poubelle. 4 semaines, on enlève une semaine, ça fait 25% en moins. Et le 93 est rentré dans le Grand Paris. Bon, il y a beaucoup d'autres choses aussi dans votre roman. Il n'y a pas que seulement dans ce roman. Non, c'est surtout un roman policier. Oui, et dans le deuxième, on parle aussi des dérives de la banlieue, de la loi des mafieux, de la collusion politique. Et délinquants, etc. Dans ce livre que vous avez ici, qui s'appelle Territoire, un polar vraiment dans lequel nous retrouvons encore une belle dose d'humanité et
et un capitaine, pas comme les autres. Le capitaine Victor Coste. Un capitaine dans lequel vous devez avoir mis de vous. Un peu. J'imagine. Et quel est le moteur alors de ce capitaine Coste? Qu'est-ce qui le fait bouger? Alors c'est bizarre de vous parler du capitaine Coste parce que le capitaine Coste, c'est un peu moi. Toujours parce que j'ai beaucoup d'orgueil et que j'ai un ego démesuré. Non, c'est parce que en fait j'étais assez inquiet d'écrire un roman et j'avais peur de créer des choses qui me soient totalement étrangères. Donc en fait, quand j'ai écrit mon premier roman, j'y parle de police parce que je suis policier, dans le 93 parce que c'est là où je travaille, et j'ai choisi un policier qui me ressemble. Il a les yeux bleus, il a les cheveux poivre et sel, il est très grand, il est très musclé. Je fais ce que je veux. Mais c'est surtout qu'il a ma manière de réfléchir pour les enquêtes. Et certainement, pardon de te couper. Mais je t'en prie. Je te vois, un grand esprit d'équipe. Oui, alors, on n'est pas des... Et de l'humanité. On n'est pas des policiers américains. Un policier américain peut travailler tout seul. Nous, on travaille tout le temps avec une équipe. Donc, dans mes romans, il n'y a pas de héros, puisque le héros, il n'existe pas, puisque c'est toujours en équipe. Donc, en fait, je raconte que la vérité de comment les choses se passent dans une vraie enquête. Alors, Victor Coste me ressemble. Victor, c'est le prénom de mon petit frère, la personne la plus importante au monde pour moi. Coste, c'est le nom le plus donné dans le sud de la France. Et mes parents habitent dans le sud de la France. Donc, vous voyez, ce sont que des choses qui me ressemblent. Oui, c'est vrai. Et alors... ce capitaine Coste, eh bien, on le retrouve dans le troisième, le dernier de la trilogie qui s'appelle Surtension. Surtension, c'est, je dirais, c'est vraiment un bijou. C'est une maîtrise totale, il y a tout. Alors là, moi qui avais fait ma petite sélection, roman noir, thriller, roman policier, quelles sont les définitions, j'ai tout retrouvé là-dedans. Ouais. Il y a de tout. Vraiment, un style qui nous tient en haleine, l'adrénaline qui court continuellement, on est proche des délinquants, parce qu'il y a une telle humanité. En même temps, il y a un réalisme total. Et c'est vrai que les deux prix, tant le prix des lectrices de Elle et le prix Le Point du polar européen, ils ne sont pas trompés. Hein. Ça, on est tout à fait d'accord. Alors, ça nous emmène vraiment avec un rythme vertigineux dans des aventures. Il y a quelque chose que vous avez quand même dû inventer, parce que les scellés, le casse des scellés, ça, j'imagine que ce n'est pas possible. Alors, si. Vous savez, quand on fait un jugement, on présente des preuves au jury. Ces preuves, ce sont des scellés judiciaires. Et il y a un endroit dans le tribunal où sont gardés tous ces scellés. Voilà. Si on vole ces scellés, alors il n'y a plus d'affaires et les gens sortent de prison. Plus de preuves. Plus de preuves. Okay. Donc c'est un des endroits qui doit être le mieux gardé. C'est un des endroits auxquels il faut faire très très attention. Mais moi je travaillais à côté et je voyais qu'on pouvait y rentrer comme on voulait, sans aucun contrôle. En fait, il y a un gardien. Et ce gardien, normalement, pour passer devant, il faut montrer sa carte de police. Et après, on est dans cette pièce avec des armes, des bijoux, de la drogue, des documents compromettants. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Mais le gardien, il est tellement fatigué que c'est même plus la peine de montrer sa carte de police. Moi, je disais, je passe à la main. C'est-à-dire que j'arrivais, je faisais police, mais j'avais rien dans ma main. Ma carte, elle était toujours dans ma poche. Je faisais police. Et le mec disait, ah oui, entrez. Et donc j'ai imaginé qu'on allait faire le braquage de la salle des scellés. Et alors, je l'ai créé pour de vrai. C'est-à-dire que si on suit mon livre, on peut presque rentrer dans cette pièce et voler tout ce qu'on veut. Mais l'important pour moi, c'est que 2 ou 3 mois après la sortie de ce livre, mes amis policiers m'ont appelé et m'ont dit « Maintenant, devant la salle des scellés, il y a 4 gardes, un détecteur de métal, 3 caméras et deux codes pour entrer. » Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que dans mes romans, comme je connais la vérité, je peux la montrer du doigt, je peux la dénoncer. Pas parce que je veux que les gens aillent faire le braquage de la salle des scellés, mais c'est parce que je pense que la justice et la police peuvent être meilleures si on dénonce les choses, mais si on les dénonce avec
amour, si l'on le dénonce avec affection. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres. Oui, d'ailleurs, je me posais un petit peu la question, quel a été l'accueil de vos supérieurs hiérarchiques lorsqu'ils ont découvert votre trilogie? Dans Code 93, mon premier, je raconte quand même que les politiques nous ont demandé de cacher 25% des infractions sur le 93. Donc évidemment, j'écris ce livre-là et je l'envoie à ma hiérarchie, au service de communication, pour qu'ils puissent vérifier. J'ai pas de retour, ils ne m'appellent pas, donc le livre sort. Il marche très très bien, j'en suis très très content. Oui. Et 4 ou 5 mois après, je reçois un coup de téléphone de ma hiérarchie qui me convoque. Et ils me disent « Monsieur Norek, là il y a trop de choses, il y a trop d'informations, il va falloir enlever le chapitre 12, le chapitre 14, le chapitre 17. » Et je lui dis « Mais vous voyez ce que vous avez dans les mains? Vous avez un livre, donc ça veut dire qu'il est dans toutes les librairies de France. C'est trop tard. » Et il me dit « Oui, mais votre devoir, c'était de nous l'envoyer à l'avance. » Je dis « Mais je vous en ai envoyé plein d'exemplaires pour que vous puissiez le lire. » Alors il appelle sa secrétaire, téléphone comme ça, il fait « Est-ce que vous voulez venir me voir? Parce que Olivier Norek nous dit qu'il a envoyé ses livres. » Et là, il y a 3 secrétaires qui arrivent avec les bouquins. Et disent « Vous pouvez me le dédicacer, s'il vous plaît ?» Et donc je dis « Vous voyez, vous les avez reçus. C'est juste que vous n'avez pas voulu le lire. » Mais maintenant, je suis devenu ami avec la personne de la communication. Et à chaque fois que je lui envoie un livre, donc j'envoie Territoire, sur tension, Entre deux mondes. À chaque fois, il reçoit le livre et il m'appelle, il fait « Bon alors, Norek, vous avez raconté quoi encore ?» Lisez, vous verrez bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une hiérarchie qui est intelligente. Parce qu'elle sait que si je dénonce, c'est justement pour qu'on s'améliore. Je dénonce pas pour montrer du doigt, je dénonce pas pour cracher dans la soupe. Un peu comme ces politiciens qui attendent d'avoir terminé leur mandat ou d'avoir terminé leur vie politique pour dire « Maintenant, je vais parler ». Non, c'était avant qu'il fallait parler, quand c'est utile. Voilà. Moi, je veux parler quand c'est encore utile, je veux parler quand je suis encore policier. Voilà. Et je suis encore policier, donc je dénonce pas, je crache pas dans la soupe, je montre du doigt pour que les choses soient meilleures. Oui, bien. Et plus lentement. Et plus lentement, pardon. D'accord. Más despacio. Exactement. Disculpe. Et d'ailleurs, nous allons aborder finalement votre dernier livre. Je vous le montre parce que vraiment, Entre deux mondes, dans lequel Adam a découvert en France un endroit où on peut tuer sans conséquence. Et cet endroit, on se pose la question, qu'est-ce qui vous a incité à faire de cette jungle, et même l'anecdote, le mot jungle, d'où il vient, m'a ému, le sujet de votre livre. Est-ce que vous êtes familier ou est-ce que vous avez entendu déjà parler de la jungle de Calais? Non. Alors Calais, c'est au nord de la... Calais, c'est au nord de la France. Je fais le petit résumé rapide. Voilà. Calais, c'est au nord de la France. Et les migrants qui viennent de l'Afrique et du Moyen-Orient, ils veulent aller en Angleterre. Sauf qu'entre leur pays et l'Angleterre, il y a la Manche et il y a la France. Et que la frontière de l'Angleterre, on ne sait pas pourquoi, mais elle est en France. Donc en fait, ils sont bloqués à la frontière de l'Angleterre, en France. Et comme personne ne veut s'en occuper, ni les Anglais, ni les Italiens, ni les Espagnols, personne ne veut s'en occuper, ils sont mis dans des camps de réfugiés. Voilà. C'est un sujet qui nous touche, parce qu'on a tous vu les files de réfugiés du Honduras, là, ces dernières semaines. Alors, on va parler de migrants et de réfugiés. Et donc, il y a un camp de migrants, et dans ce camp de migrants, il y a eu jusqu'à 10 000 personnes. 10 000 personnes, 8 500 hommes, 1000 femmes et quasiment 1500 enfants, des enfants. Ils sont bloqués là, dans un camp de réfugiés, et l'État français a l'obligation de s'occuper des enfants qui sont sur son territoire. Quelle que soit leur provenance, leur origine, il a l'obligation de s'en occuper. Mais l'État français a décidé de ne pas s'en occuper. Comme s'ils n'étaient pas des êtres humains, comme s'ils n'étaient pas importants. Et moi, je regardais ça à la télévision, dans mon petit appartement, dans mon petit canapé, tranquillement. Et on me parlait de vagues de migrants, de flux migratoires. Et je commençais à être inquiet, moi aussi. Je me disais, mais enfin, ils vont arriver par milliers et par milliers. Qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que j'avais oublié que j'étais petit-fils de migrants.
que mon grand-père, il est polonais. Et je sais que l'Argentine, c'est un pays de migration aussi. France, Espagne, j'en oublie encore. Italie, évidemment. Partout. Le quartier de Palermo. Oui. Donc voilà, l'histoire du monde, c'est une histoire qui est une histoire de migration. Et le réflexe qu'ont ces gens de partir de chez eux, c'est le réflexe qu'on a tous eu quand il y a eu la guerre. Nous, en France, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a 8 millions de Français qui sont partis de la France. Il y a 50 ans, on a eu le même réflexe que les Syriens, que les Soudanais, que les Libyens. On a eu ce même réflexe-là. Et maintenant, on leur dirait « Non, non, restez chez vous, restez dans la guerre ». Donc, ce que j'ai décidé de prendre mon sac à dos et d'aller vivre dans ce camp de réfugiés pendant plusieurs semaines pour comprendre leur histoire et pour pouvoir la transmettre aux lecteurs. Et je suis arrivé dans la jungle de Calais. Alors, la jungle de Calais. Normalement, une jungle, c'est parce qu'il y a des animaux dedans. Et on peut se dire, mon Dieu, les Français ont appelé ça la jungle parce qu'ils pensent que tous ces réfugiés, ce sont des animaux. Oui, c'est péjoratif. C'est péjoratif. Oui. Alors non, on n'est pas très, je suis pas très fier de ce que fait la France, mais quand même, on les traite pas comme des animaux. C'est juste qu'en fait, les premiers migrants, ils étaient perses. Et la jungle de Calais, elle est à côté d'une forêt. Et en perse, la forêt, ça se dit jungle. Et les Français ont entendu jungle. Et c'est devenu la jungle. Voilà. Oui, mais c'est vrai. Hein. Donc moi, je suis arrivé dans la jungle de Calais avec mon sac à dos et j'ai vécu avec eux pendant 3 semaines. Je suis parti avec une idée d'un roman policier, mais un roman policier énorme. Et quand je suis arrivé dans la jungle de Calais et que j'ai commencé à parler avec ces gens, leurs histoires étaient bien plus importantes que mon roman policier. Et au début, je me disais, je vais mettre leurs histoires dans mon roman policier. Et au fur et à mesure qu'ils me parlaient, mon roman policier était de moins en moins intéressant, de moins en moins important. Ce qui fait qu'Entre deux mondes, c'est en fait mon premier roman. C'est presque pas un policier. Alors, il y a une enquête de police, il y a un assassin, il y a du thriller, il y a de l'angoisse. Oui. Mais l'histoire de ces gens, elle est en avant. Et derrière, il y a le roman policier. Oui, il y a ce roman policier, mais surtout il y a l'histoire. Bon, alors d'abord le courage de s'être installé pendant 3 semaines dans cet endroit. Et puis ensuite, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi dans votre livre, c'est que vous n'êtes pas resté dans la jungle, fermé dans la jungle, mais vous évoquez ce qui est une réalité, la situation des Calaisiens. Ce n'est pas très agréable d'habiter à côté d'un bidonville. Oui, parce que c'est quand même le plus grand bidonville d'Europe. Et ça, je pense que c'est important. Vous évoquez aussi la situation des policiers qui, finalement, ne peuvent pas intervenir, mais doivent intervenir. Enfin, bref, je vous laisse en parler parce que... Est-ce que tu peux me passer un peu d'eau, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on pense camp de réfugiés, d'abord, et la dédicace est là, hein, je l'ai bien aimé, à mon grand-père, Herbert Norek, migrant silien devenu citoyen français. Et quand on pense à ces gens qui sont des professionnels, certains des intellectuels, qui ont dû fuir, comme votre héros Adam, qui parle français, parce que son père était professeur de français, et qui a dû, pour une question de vie ou de mort, fuir le régime Nasser al-Assad. Ce ne sont pas des brebis galeuses, ces gens que vous avez rencontrés, même si la vie dans le camp va transformer les hommes. Alors vous avez réussi à ouvrir le spectre et à nous parler donc et des Calaisiens et des policiers. Il y a une très belle histoire. Vous nous avez évoqué, parce que c'est ça, il y a beaucoup d'humanité dans vos livres. Vous êtes proche des hommes et il y a des sentiments. En réalité, l'histoire de ce petit gamin qui, dans un moment, nous perturbe, mais après, on a vraiment envie de bouffer. Hein. Parce qu'on se trouve à la limite. Hein. Chez l'homme, il y a le meilleur et le pire. Et vous nous le montrez. Alors, on va parler peut-être d'abord des policiers. D'accord. Parce que Bastien Miller, c'est pas n'importe qui. Moi, il y a peut-être du Norek dans Bastien Miller. Oui, il y a du Norek quand j'étais jeune lieutenant, quand j'ai commencé mon travail. En fait, j'ai voulu aussi parler des policiers, tout simplement parce que on leur a demandé de contrôler
le plus grand bidonville d'Europe, mais sans leur donner plus de moyens, plus de matériel ou plus de personnel. Ce qui fait que ces policiers devaient s'occuper de leur ville, et à l'intérieur de leur ville, ils devaient s'occuper du plus grand bidonville d'Europe. Mais on ne les a pas aidés pour ça. Mais ces policiers, c'est quoi l'ADN du policier? C'est d'aider les hommes, les femmes, les enfants, c'est d'apporter l'aide aux citoyens. Et là, on leur disait, ces gens-là, quand ils sortent du camp de réfugiés, il faut les interpeller, il faut les taper, Et le policier, il ne peut pas comprendre ça. En tout cas, le policier français, il ne peut pas comprendre ça. Donc en fait, quand les migrants, le problème, c'est que la ville de Calais, c'est une ville qui est portuaire. Et que toute l'économie, elle est grâce à l'arrivée des camions qui arrivent dans le port. Et si les migrants montent dans les camions, brûlent les camions, cassent la figure des chauffeurs, eh bien un jour, les camions, ils vont aller à un autre port et la ville de Calais va s'effondrer. Il n'y aura plus de travail, il n'y aura que du chômage. Donc les policiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent empêcher les migrants de monter dans ces camions. Mais ils refusent de le faire avec le bâton, parce qu'avec un bâton, on peut tuer quelqu'un. Ils refusent de le faire avec leurs armes. Ils ne le font qu'avec du gaz lacrymogène. Parce que personne n'est jamais mort du gaz lacrymogène. Et aussi que quand un policier fait du gaz lacrymogène, il en envoie, mais il en reçoit. C'est la seule arme qui fait autant mal à la personne à qui on l'envoie et à la personne qui l'utilise. Parce que ces policiers, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on leur demande de chasser des hommes, des femmes et des enfants que normalement ils devraient protéger. Et moi j'étais avec eux dans la voiture, j'étais avec eux quand ils sont empêchés empêcher les migrants de monter dans les camions. Et je les ai vus, moi, ouvrir les camions et de voir à l'intérieur de camions qu'il y a un enfant, un homme, une femme. Et ils regardent comme ça, ils se regardent entre eux, ils ferment la porte et ils disent « c'est bon, ça peut y aller ». Parce que à la fin, il faut se regarder dans la glace. À la fin, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ce qu'on a fait. À la fin, on est seul responsable de nos actes. On ne peut pas dire aujourd'hui « j'ai obéi aux ordres ». J'ai obéi aux ordres, ça veut dire qu'on n'est pas responsable. Si on obéit à un ordre, c'est qu'on accepte à l'intérieur de soi-même la responsabilité de cet ordre. J'ai obéi aux ordres, on disait ça en 1942 avec les Allemands nazis. J'ai obéi aux ordres, c'est pas moi, c'est pas moi. Maintenant, aujourd'hui, cette phrase « j'ai obéi aux ordres », elle est interdite. Si on dit « j'ai obéi à un ordre », c'est qu'on a accepté cet ordre et qu'on devient responsable de ce qu'on fait. Et les policiers, eh bien, ils ont refusé d'obéir aux ordres et ils ont dit « non, on ne va pas les arrêter, on va juste les empêcher de monter dans le camion et après, on ne fera rien de plus ». Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler aussi de ces policiers qui un jour ont décidé de dire « ce que vous nous demandez est illégal, immoral et on ne le fera pas ». Et c'est pour ça que je suis très, 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 très fier de ma police. Et fier de cette expérience extraordinaire, c'est-à-dire aller vivre pendant 3 semaines dans une tente. Stop. Non. Tu dis expérience formidable, tu dis courage. Oui, c'est la réalité, parce que les journalistes passent 5 minutes, écrivent un papier, puis ils s'en vont. Tandis que rester au milieu d'individus qui ne parlent pas tous français, en général, qui vivent avec une frustration terrible, parce que UK, c'est là, c'est à côté, ils le voient, mais ils ne peuvent pas l'atteindre. UK, c'est United Kingdom, c'est l'Angleterre. Et ils disent tous ça, UK, we want to go to UK, we want to go to UK. C'est ce qu'ils savent dire. Et ce qui est terrible, c'est que à côté du camp de la jungle de Calais, il y a la mer. Et en face, à quelques kilomètres, ils voient l'Angleterre. Et il y avait un jeune garçon qui s'appelait Adam. Parce que j'ai changé les noms. Il y avait un jeune garçon qui s'appelait Adam. Et tous les soirs, avant de partir sur l'autoroute pour monter dans les camions, tous les soirs, il mettait les 2 pieds dans l'eau, il regardait l'Angleterre et il lui criait dessus. Il fait « I'm here. Do you see me now? I'm for real and I'm coming for you. » Et il disait ça à chaque fois, tous les soirs. « I am coming for you. » Et voilà. Et je dis vivre sur le terrain, parce que c'est quelque chose, parce que quand on est les premiers soirs, tu es resté dans ta tente, en entendant les cris, les règlements de compte, les punitions, les vols, les agressions, et puis on ne peut rien faire. Et j'ai trouvé ça très beau. Ça s'appelle La Nuit des Lâches. La Nuit des Lâches. Et il en faisait partie. Parce qu'on ne peut, quand on est dans le camp,
rien faire. Moi, quand j'y étais dans ce camp, il y a eu 3 homicides. Donc c'est quelque chose d'assez violent quand même. Hein. C'est vraiment... Et puis c'est des gens qui viennent de pays en guerre. Il y en a une grande partie qui sont des soldats. Donc il y a beaucoup de gens pour qui la notion de vie et de mort est pas du tout la même que pour nous. Et c'est vrai que j'ai pas dormi tous les soirs là-bas parce que ça servait à rien et que la nuit, moi, j'étais avec les policiers pour voir un peu comment ils travaillaient. Mais j'ai quand même dormi plusieurs nuits là-bas et que c'est vrai que quand on est dans sa tente et qu'on entend les cris, qu'on entend les bagarres, quand on entend les gens qui crient à l'aide, au secours, on ne peut pas ouvrir sa tente parce qu'on ne sait pas où on va, ils sont 10 000 et vous êtes tout seul. Et surtout que la victime de maintenant, c'est peut-être l'auteur de quelque chose d'avant. Et l'auteur de maintenant, c'est peut-être quelqu'un juste qui se venge de quelque chose qui a été fait. C'est-à-dire que comme vous ne connaissez pas l'histoire, si vous commencez à intervenir, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé avant, après, et vous ne savez même pas si vous protégez la bonne personne. Donc c'est pour ça que mon policier, Adam, la première nuit, il entend ses cris, il entend ses appels à l'aide. Il est lui-même policier en Syrie, il vient de Syrie, il est arrivé dans la jungle. Il entend ces bruits, mais il ne sort pas de sa tente parce que lui, il veut retrouver sa femme et sa fille dans ce camp de réfugiés. Et il ne sort pas de sa tente et il appelle ça la nuit des lâches. Parce que c'est très très dur pour un policier d'entendre quelqu'un crier à l'aide et de se dire « j'y vais pas ». J'y vais pas. Adam, qui est une personnalité marquante dans le livre, quelqu'un qui a dû fuir, c'est une question de survie, hein, le régime, qui a essayé de faire passer en Europe et à Calais sa femme et sa fille, oui, et nous savons tous à quel point, parce que ça nous l'écoutons hein, dans les journaux télévisés, la mer Méditerranée est devenue un cimetière d'êtres humains. Et vous commencez d'une façon un peu brutale ce livre-là, comme d'autres d'ailleurs. L'enfant tousse, eh bien on lui dit « Ta petite, tu dois la jeter ». Et elle est balancée dans la mer. Alors en fait, ils partent dans des bateaux où ils sont 100, 200, 300, 500 parfois. Mais quand ils arrivent en Italie ou en Grèce, ils vont monter dans des camions. Et s'ils sont malades et qu'ils toussent, eh bien les douaniers et les policiers vont les entendre. Donc sur le trajet, s'il y a un enfant qui tousse, on va lui demander de jeter son enfant à la mer. Et c'est une histoire vraie. Il faut que vous compreniez que comme je suis policier et que comme tous mes romans, je les écris comme des enquêtes, je vais toujours sur le terrain. Et que je n'invente jamais rien. Tout ce que vous lisez, c'est la vérité. Et donc en fait, cette histoire, elle a vraiment existé. C'est cette maman qui est partie avec ses 2 enfants, qui a traversé la Syrie, toute l'Afrique du Nord, la Libye. Elle est montée dans un bateau pour aller en Europe et pendant ce trajet-là, il y a un de ses enfants qui est tombé malade, sa petite fille. Et quand elle monte dans le bateau, elle met sa main sur sa petite fille, donc personne ne l'entend tousser. Mais au milieu de la mer, à un moment donné, sa fille va tousser et le passeur va lui dire « Tu dois jeter ta fille, sinon les policiers vont nous entendre ». Alors elle refuse et elle garde ses 2 enfants comme ça. Et le passeur va attendre la nuit. Et dans la nuit, il va prendre l'enfant et il va le jeter. Donc la maman va se réveiller. Et à ce moment-là, dans ses bras, l'enfant tousse. Parce qu'en fait, le passeur a jeté le mauvais enfant. Et donc, il jette aussi le 2e. Voilà. Alors imaginez, quand moi, j'arrive dans la jungle de Calais avec mon roman policier dans la tête, et que je me dis, il va y avoir cet assassin, il va y avoir ce criminel, il va y avoir cette poursuite en voiture, et qu'un homme me raconte cette histoire, et je me dis, mais au revoir le roman policier, c'est cette histoire que je dois raconter, c'est mon devoir. Je dois raconter l'histoire de ces gens parce que je vais vous raconter quelque chose. Quand vous regardez à la télévision, que vous écoutez la radio et que vous entendez qu'il y a un bateau qui a coulé et qu'il y a 200 personnes qui sont mortes, on s'en fout. En 4 minutes, on boit un café, on fume une cigarette, et puis on commence notre vie. Parce que 200 personnes, c'est personne. Quand vous entendez que tous les matins, en Afrique, à cause de la malnutrition, il y a 1300 enfants qui vont mourir tous les matins. Tous les matins. Ben, on s'en fout. On passe à autre chose. L'important dans le livre, c'est que moi, je ne parle pas de 200 personnes, je ne parle pas de 1300 personnes. Je leur donne une identité. Je parle de Adam,
Je dis qui il est, je dis qui il aime, je dis quels sont ses espoirs, je dis quel est son passé, je dis même ce qu'il aime lire. Il adore lire les aventures de Fantomas. Je parle vraiment de Adam, de Bastien, de Kilani, de Ousmane, de tous ces personnages. Je les rends réels. Et à partir de ça, parce qu'ils sont réels, on ne peut pas les oublier. 200 personnes qui meurent, 200 personnes. Mais je ne sais pas qui c'est, moi, 200 personnes. J'ai oublié. 1300 personnes qui meurent de faim, je ne sais pas qui c'est, ces 1300 personnes. J'ai oublié. Je prends un café et je passe à autre chose. Et j'ouvre un roman. Mais si je vous parle de cet enfant, Kilani, et que je vous raconte tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a perdu, et quels sont ses espoirs, alors là, on ne peut pas les oublier. J'appelle ça un véhicule empathique. Ouais. Le véhicule empathique, c'est le personnage. Et c'est ce personnage, comme un véhicule, qui va vous faire traverser l'histoire. C'est ça l'importance du roman, parce qu'à la télé, à la radio, aux informations, on vous parle d'anonymes. On vous parle de gens qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de prénom, qui n'ont pas de regard. Moi, je vous parle de gens qui existent. Il est là l'intérêt du roman, c'est que ces gens deviennent des individus. Ces gens ne sont plus anonymes. Et parce qu'ils sont plus anonymes, alors ils nous ressemblent un peu. Et s'ils nous ressemblent un peu, alors on peut se dire qu'ils sont nos similaires. Et puis en fait, on réalise que ce sont plus que nos similaires, ce sont nos frères. Ils sont exactement comme nous. Et on aurait fait exactement la même chose si on avait dû protéger notre famille. Voilà l'intérêt de rendre humains ces personnages. Et justement, c'est ça, je trouve que dans vos livres, il y a beaucoup de réalisme. Je ne dis pas que le style est très efficace, oui. On suit donc avec l'angoisse, hein, on ne laisse pas le bouquin, hein. On continue, hein, quelle que soit l'heure. Et en même temps, il y a beaucoup d'humains. Il y a un amour pour l'être humain, vous rendez humain. Et c'est vrai que finalement, les problèmes des migrants ne sont pas les nôtres. Même si on sait que dans quelques années, il va y avoir des millions de migrants sur la Terre. Mais là, vous les rendez vivants. Et vous mettez en valeur donc cette non-situation dans laquelle tout le monde est coincé, parce que finalement, ce camp a été, en 2016, je crois, il a été dissous. Est-ce que les personnes qui vont être installées dans d'autres endroits vont avoir d'une certaine façon, par exemple, les femmes, les mêmes protections que celles qu'elles avaient quand même dans les camps? Justement, c'est important. Tu vois, déjà, je vais vous dire pourquoi le livre s'appelle Entre deux mondes, Entre dos mundos. C'est parce que ces gens fuient un pays en guerre et veulent arriver en Angleterre. Et on les bloque en plein milieu. Un peu comme, vous savez, ces âmes, ces fantômes qui sont entre la vie terrestre et la vie céleste dans un purgatoire. Ils sont entre deux mondes comme des fantômes. Et on les a bloqués ici, dans un purgatoire. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'il est en guerre. Et on leur interdit d'aller là où ils veulent aller. Donc ils sont comme des fantômes perdus dans le nord de la France. Mais le truc, l'histoire, c'est que quand même dans ce camp de réfugiés de 10 000 personnes, il y avait plein de policiers autour. Ce qui fait que quand il est la distribution des repas, eh bien comme les policiers sont là, ça se passe bien. Comme les policiers protègent les femmes, il n'y a pas d'agression sexuelle. Comme les policiers protègent les enfants, il n'y a pas d'agression des enfants. Comme les policiers sont là autour, il n'y a pas de bagarre les uns les autres, parce qu'il faut comprendre qu'il y a près de 30 pays différents dans la jungle de Calais. Et parmi ces 30 pays, les 3/4 se faisaient la guerre en Afrique ou dans le Moyen-Orient. Et pourtant, il n'y a pas eu de guerre à l'intérieur de la jungle de Calais, parce qu'il y avait la police autour. Mais la jungle de Calais, on l'a vidée. On a demandé aux gens de partir. Parce que c'était trop honteux pour nous. Résultat, ces gens-là, on ne les a pas sauvés. On leur a juste demandé de partir. Et maintenant, ils sont dans des petits camps de réfugiés, partout en France, mais sans aucune protection. Et là, ça devient terrible. Parce que, comme c'est des petits camps, on peut faire semblant de ne pas les voir. Mais nous, on sait que dans ces petits camps, il se passe des choses terribles parce qu'il n'y a plus la protection de la police. Oui, donc c'est difficile. On ne saute pas sur les problèmes qui existent et qui sont là. Je trouve que
très très beau quand même. Dans ce livre, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a une belle histoire d'amitié, parce qu'il y a des hommes qui se reconnaissent. Même l'autre fois, on en parlait. Adam est appelé military man. Et pourquoi ce military man? Comment est-ce qu'il l'identifie? On l'identifie comme ça. Je ne sais plus, c'est un Soudanais, celui qui est le chef, Ousmane, le chef de la communauté. Il le regarde, il lui fait « Toi, tu es military man ». En fait, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé dans la jungle de Calais. Avant, j'ai fait des missions humanitaires en ex-Yougoslavie, dans des camps de réfugiés, à l'époque où c'était la guerre en Yougoslavie. Et donc, j'ai déjà travaillé dans des camps de réfugiés et dans des camps de populations déplacées. Ce qui fait que quand je suis arrivé dans la jungle de Calais, je me suis assis dans un coin et j'ai regardé comment les choses se passaient, parce que je sais qu'il ne faut pas aller à l'intérieur, il faut d'abord regarder qui commande, quels sont les codes, comment ça fonctionne. Et une fois qu'on connaît un peu, on rentre à l'intérieur. Mais d'abord, il faut observer. Observer, c'est le plus essentiel. Et donc, je suis sur le coin, je suis sur une petite colline et je regarde. Et là, j'ai celui qui deviendra un pote, un ami, Ousmane. Je le vois passer devant moi, il fait « Hey, military man ». Je fais « Non, je ne suis pas du tout militaire. Je ne voulais pas qu'il pense que je sois policier ou militaire, parce que la communication entre les policiers, les militaires et les migrants, ça se passe pas très très bien. Donc je ne voulais pas qu'il pense que je sois militaire. Mais en fait, Ousmane était un soldat dans son pays et il m'a dit « Je te vois, je te regarde. Quand tu nous regardes nous, tu n'as pas peur et il n'y a pas de jugement. Tu es un policier ou tu es un militaire ?» Je dis non, mais je suis là pour écrire un roman policier. Et avant, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des missions humanitaires et donc je lui ai un peu menti comme ça, mais parce qu'il a tout de suite vu pas que je me sentais à l'aise dans un camp de réfugiés, mais que j'avais déjà vécu cette situation. C'est pour ça que Adam, mon héros, qui lui est de la police en Syrie, quand il arrive dans la jungle de Calais, il fait comme moi. Il sait qu'on ne rentre pas d'abord. D'abord, on regarde, on observe. Et Ousmane passe devant et lui fait « Hey, military man ». Et c'est comme ça que leur relation commence, comme moi, ma relation a commencé avec mon ami Ousmane. Bon, pour terminer, nous pourrions, tu es d'accord, aborder un nouveau roman en ce moment en préparation? Oui. Alors, il y a un nouveau roman. Alors, c'est assez particulier. J'ai eu envie de parler de deux choses. J'ai eu envie de parler de ma région, le sud de la France. J'ai eu envie de parler aussi de quelque chose qui me touche énormément. C'est que dans cette société du paraître, dans cette société du superficiel, les gens ne s'aiment plus. On est à peu près 20 ou 30% de qui on devrait être. On devrait être à 100%. On devrait tous être merveilleux. Mais on a des blessures, des cicatrices, des complexes, des secrets qui nous alourdissent et qui fait qu'en fait, on ne s'aime pas beaucoup et on devrait être merveilleux, mais seulement on ne s'aime qu'à 30%. Alors j'ai créé une policière très 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 belle, mais à la première page, elle se fait tirer dessus au fusil et elle a la moitié du visage qui s'en va. Elle est défigurée. Et donc, on va l'envoyer dans un tout petit commissariat où il n'y a quasiment pas d'activité criminelle pour se reconstruire. Et c'est l'histoire de cette policière qui va devoir s'aimer à nouveau. Elle va devoir se retrouver, s'accepter de nouveau. Et j'ai envie que, comme moi je ne m'aime pas beaucoup et que je m'aime qu'à 30%, j'ai envie de m'aimer beaucoup plus. J'ai envie que le lecteur s'aime beaucoup plus en écoutant l'histoire de cette femme qui va dépasser son physique. Mais aussi, ce que je voulais raconter, c'était une enquête aussi qui a deux visages. Pourquoi elle a deux visages, cette enquête? C'est que, vous savez, quand il y a un barrage électrique, on est obligé d'inonder un endroit et il y a des villages qui sont sous l'eau. Et donc, ma policière va devoir enquêter sur un crime qui s'est passé il y a 30 ans dans un village, sauf que ce village, il est sous l'eau. Et lui aussi, ce village, il est comme son visage, il a été défiguré. Donc voilà, c'est une histoire en relief entre cette femme qui va devoir s'aimer de nouveau et qui va devoir enquêter aussi dans le passé, dans un village qui a été aussi détruit. Voilà, c'est encore, j'en suis qu'à la page 210. Je devais écrire ici en Argentine, mais j'y arrive pas, je passe mon temps à manger des empanadas et des pizzas. Donc Et puis, vous êtes quelqu'un qui est capable de rester 10 heures par jour pour écrire. Parce que j'adore ça. Voilà, hein. Alors c'est formidable parce que finalement vous avez touché dans vos livres
le thème de la banlieue, le thème de la délinquance, le thème des mafieux, le thème de la vengeance. Ici, vous nous touchez énormément parce que ces hommes nous touchent. Et maintenant, vous abordez finalement quelque chose qui nous, en tant qu'enseignante par exemple, nous préoccupe, c'est l'importance de l'aspect extérieur, d'être identique au top modèle que l'on nous présente, cette façon dont les jeunes ne vivent pas en s'aimant, parce que justement, si on n'est pas stéréotypé, on n'existe pas, si on n'a pas la chance d'avoir donc la taille qui est demandée. Alors, c'est merveilleux parce que c'est vraiment du roman de société, c'est du roman noir, il y a des rebondissements, de l'adrénaline, alors on attend avec impatience ce nouveau livre. Et je voulais dire juste, on a décidé ensemble de ne pas vous lire de passages particuliers pour ne pas effleurer. C'est impossible de vous lire un passage. On vous lit le livre ou on ne vous lit pas. Ça, c'est une réalité. Par contre, il y a quand même, et ça, je vous remercie infiniment, parce qu'à la fin de ces livres, Olivier met « Je remercie ». Alors, bien sûr, il remercie ses proches, il remercie Michel Lafon qui l'aide, et il y a « Je remercie les libraires dont le combat quotidien pour exister force leur respect. Lorsque nous n'aurons plus de librairie, nous n'aurons plus que l'annuaire à lire. » Et ça... Merci de le souligner et de le dire parce que c'est une réalité. C'est pour ça que nous nous trouvons aujourd'hui dans cette maison. Voilà. Bon, merci à tous. Je voudrais vous demander comment est-ce que vous faites pour partager les métiers d'écrivain et les métiers de policier dans la vie concrète. Je me suis mis en disponibilité. J'ai droit de me mettre entre parenthèses pendant quelques années. Donc je suis toujours policier, je suis toujours officier, mais je ne vais pas travailler. J'ai droit à 10 ans. J'ai utilisé 6 ans. Donc dans 4 ans, il va falloir que je décide si je suis un auteur ou si je suis un policier. J'aurais pu faire les deux en même temps. Mais comme je suis dans un département qui demande beaucoup de travail, on travaille entre 12 et 14 heures par jour. Et moi, l'écriture, j'ai besoin de 10 heures. 10 plus 14, 24, ça y est, c'est bon, on est perdu. Le seul truc, c'est que j'aurais pu faire les deux en même temps. Si j'écris un mauvais bouquin, j'ai pas de lecteur et ça me pose un problème qu'à moi. Mais si je rate une enquête, derrière, il y a une victime. Et ça, je peux pas me permettre. Donc j'ai décidé de me mettre entre parenthèses, d'écrire des romans, et dans 4 ans, je choisirai si je suis un policier ou un romancier. Ou une troisième voie. Ou une troisième voie, parce que je fais aussi des scénarios pour la télé et le cinéma. Exactement, alors voilà. Hein. Exactement. Oui, madame. Bonjour, monsieur Noé. Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un, producteur ou directeur du cinéma, vous a proposé de faire l'adaptation d'un de vos livres pour le cinéma. Alors, Entre deux mondes, celui-là, ça y est, on a terminé le casting, on a terminé le scénario et on va commencer le tournage en 2019. Celui-là, la moitié de ce livre, c'est la saison, es la temporada 6 de una serie que se llama Engrenage. Oui, Engrenage. Sur tension. Sur Tension et Code 93, on a essayé d'en faire quelque chose à la télévision, mais c'est beaucoup trop violent. Et à chaque fois, on me demande de couper toutes les scènes. Donc pour l'instant, ça reste des livres et on verra après. Mais Sur Tension, ça devient une BD. Waouh! Une BD, ouais. Ah, ça c'est chouette. Historieta en espagnol. Voilà. Ils vont le transformer en historieta. Et Entre deux mondes aussi. Alors, juste, je constate, hein, vous avez vu que vous avez un public féminin. Il n'y a que des hommes, mais les restes sont tous des femmes. Il y a Mathéo. Bon, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Oui, c'est toujours comme ça parce que 80% des lecteurs sont des lectrices. Dans les salons littéraires, dans les librairies, dans les bibliothèques. Même les policiers, incroyable. Mais surtout les policiers. Parce que c'est sexiste de dire ça, même les policiers. Enfin, ça, j'y ai jamais pensé. Vous savez, Sur Tension, c'est mon livre le plus violent. Oui. C'est mon livre. Effecto domino en espagnol. C'est ça, Effecto Voilà, domino. c'est ça qu'on l'a, hein. On l'a ici, c'est très bien. C'est mon livre le plus violent.
Et il a eu le grand prix des lectrices du journal Elle, qui est décerné que par des femmes. Il y a un pédophile, il y a des choses affreuses. Dans Territoire, qui a reçu aussi un prix féminin, je mets un chat dans un micro-ondes. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas une seule seconde à me dire « Ah mon Dieu, c'est vrai que 80% des lecteurs, c'est des lectrices, il faut que je mette des histoires d'amour et des petits chats qui font miaou. » Mais non, vous êtes encore plus forte que les hommes et vous êtes capable de tout lire. Enfin, je répondrai même pas à cette question. Ouais, vous savez, un côté très humain. Oui, aussi. C'est pour ça. Auprès des jeunes? C'était une question ? Oui, Ah. quelle est... Auprès des jeunes. Alors, moi, j'ai une approche avec tous les élèves de collège, de lycée, de faculté. C'est que j'écris les livres que j'aurais envie de lire. Je ne fais pas de grandes descriptions. Je fais en sorte que, quand on commence mon livre, on ait envie d'aller jusqu'au bout. Parce que je pense que la littérature, elle est en danger. Et que si dans les écoles, on continue à forcer les élèves à lire des vieux livres de gens qui ne les concernent pas, avec des mots qui sont oubliés, avec des phrases trop compliquées, si on dit à un enfant qui n'a jamais lu « Tiens, voilà Zola, tiens, voilà Balzac, tiens, voilà Victor Hugo », c'est trop rapide. Il faut qu'il commence par ce qu'il aime lire. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour leur faire lire du Roald Dahl, du Stephen King, même Harry Potter s'ils veulent. Le plus important, c'est qu'ils commencent à lire. Et après, on verra bien ce qui se passe. Mais d'abord qu'ils commencent à lire. C'est comme si on disait à quelqu'un qui n'a jamais écouté de musique, la première musique que je vais te faire écouter, c'est du jazz. C'est du free jazz. Un truc super compliqué. Et donc il va dire, ah ben non, la musique, c'est pas pour moi. Commençons, ou du Bach. Commençons d'abord par de jolies mélodies, et puis après des mélodies plus compliquées, et puis après du classique, et puis après de l'opéra, et puis après du jazz, après. Mais en fin de compte, c'est comme le vin. Le vin, il faut qu'on s'y habitue. Voilà, et ben la littérature, il faut s'y habituer, et il faut pas donner aux enfants. Enfin, moi, à mon sens, il faut que les professeurs de français, et tu le fais très bien, parce que toi, tu écoutes ce qu'ils aiment, et tu leur dis, tiens, tu aimes ça, donc tu devrais lire ça. Il faut d'abord écouter les élèves, savoir ce qu'ils pourraient lire, et puis après, s'ils aiment lire, ils iront tout seuls vers des livres plus compliqués. Donc voilà, moi j'écris pour les gens qui n'aiment pas lire. Ce que je veux demander, c'est est-ce que vous avez la preuve que vous avez un lecteur, un public lecteur jeune? Oui, parce que oui, je fais beaucoup de salons littéraires, et je vois bien que dans les files d'attente pour la dédicace, il y a beaucoup de femmes et quelques jeunes. Très très peu d'hommes. Très peu d'hommes. D'ailleurs, Ce qui voudrait dire que les hommes ne sont pas lecteurs. Les hommes lisent beaucoup moins que les femmes. 80% des gens qui lisent sont des femmes. 80% des lecteurs sont des femmes. Oui, mais dans les faits, dans les pourcentages, 80% des lecteurs sont des femmes. et vous avez des auteurs que vous aimez bien dans les policiers, par exemple, parce que vous lisez, j'imagine. Bien sûr. J'aime beaucoup Ken Follett. Ah oui. J'aime beaucoup John Irving. Oui. J'aime beaucoup Fred Vargas, évidemment. Ah ouais. J'aime quelqu'un qui s'appelle Dantec et qui a écrit Les Racines du Mal. J'aime beaucoup Salinger. Salinger, L'Attrape-cœur, ça a été un des livres qui a été le plus important pour moi. J'aime beaucoup aussi celui qui m'a fait aimer la lecture et que je remercierai toute ma vie, qui s'appelle Michael Ende et qui a écrit L'Histoire sans fin. Qui s'appelle... Tu connais? Tu l'as lu? Non, mais je l'ai dans mon bibliothèque. Tu dois le lire. C'est très très bien. Voilà. Bon, on vous remercie énormément. Bah, merci à vous. Bon, Merci à vous.